Bonjour. Nous allons commencer dans environ 1 minute. On attend juste que quelques autres personnes se joignent à nous. OK, il est maintenant midi, donc on va commencer sans plus tarder. Donc, bonjour et bienvenue au webinaire sur la modélisation mathématique en lien avec le nouveau programme cadre de mathématiques de la première à la 8e année. Merci de prendre ce temps pour être parmi nous ce midi. Il est à noter que pour des raisons d'accessibilité, vous voyez en ce moment le sous-titrage en simultané. Comme il s'agit d'un outil intégré que nous mettons à l'essai, veuillez nous excuser pour les coquilles dans le sous-titrage de ce webinaire. Commençons en reconnaissant qu'où que nous soyons en Ontario, nous nous trouvons sur le territoire traditionnel des Autochtones qui y vivent depuis plusieurs générations. Nous tenons à témoigner de notre respect pour leur contribution et à souligner le rôle des traités dans l'histoire de ce qui est maintenant l'Ontario. Des siècles après leur signature, ces traités sont toujours pertinents. Il est important de reconnaître ces liens qui nous unissent aujourd'hui, peut-être plus que jamais. Prenez un moment pour reconnaître les contributions des Premières Nations, des Métis et des Inuits dans votre région. Mon nom est Anne-Marie Legault et je suis accompagnée de Ian Ducharme, qui est conseiller pédagogique en intégration des technologies pour le Conseil scolaire Via Monde. Nous serons votre équipe d'animation aujourd'hui. J'aimerais aussi souligner la présence de ma collègue Mélanie Verville, qui est aussi agente du rendement. Elle nous appuie avec la technique ce midi. Je cède maintenant la parole à Ian, qui a préparé une grande partie du contenu de cette présentation. Très bien. Merci beaucoup, Anne-Marie. Alors, bienvenue au webinaire sur la modélisation mathématique en lien avec le nouveau programme cadre de mathématiques. Commençons par les principales questions abordées dans ce webinaire. Premièrement, on va aborder la question « Qu'est-ce que la modélisation mathématique ?» On va se poser la question, quels sont les outils disponibles sur le site Curriculum et ressources pour en apprendre davantage sur la modélisation mathématique? Et troisièmement, on va se poser la question, quels éléments importants de la modélisation mathématique faut-il garder à l'esprit afin de faciliter l'enseignement et l'apprentissage de ce sujet? Donc, qu'est-ce que la modélisation mathématique? Juste une petite note éditoriale. On a deux moments très précis où on va permettre ou demander aux gens d'interagir avec nous pendant ce webinaire. Et maintenant, on va vous lancer directement dans le chat. J'espère que les gens qui sont là sont prêts à participer en répondant à une question très précise au sujet de cette image. Alors, on a bien sûr une question de réaction à une image et l'image est subjective d'un changement que vous avez sans doute constaté dans la dernière année. Puis la question qu'on vous pose, ça serait qu'est-ce que ça soulève comme question pour vous, cette image qui est à l'écran? Je garde la question très large pour que vous puissiez réagir
avec vos propres sortes de questions mathématiques qui sont soulevées possiblement par cette image. Puis là, j'inviterai ma collègue Mélanie ou ma collègue Anne-Marie à peut-être nous parler parce que j'ai sur mon écran, je ne vois pas nécessairement le chat. Alors, si vous pouvez, s'il vous plaît, puis bien sûr, si quelqu'un voulait prendre la parole, j'ai aucune inquiétude, allez-y, prenez la parole. On va prendre quelques instants pour regarder des questions possibles qui se soulèvent par cette image. Je remarque et je me demande. Qu'est-ce que vous vous demandez au sujet de cette image? Alors, est-ce que tu aimerais que je te partage un petit peu les questions qui sont Oui, soulevées, Yann? oui, si tu Alors, il y a les as. quelqu'un qui dit combien y a-t-il de voitures? Mhm, On parle qu'il y a une voie, je remarque probablement une voie réservée à gauche. On parle d'est-ce que l'augmentation de la vitesse va augmenter les accidents? Est-ce que les mhm. voitures roulent toujours à la même vitesse? Oui, Pourquoi y a-t-il plus de voitures dans l'image à droite? Combien de voitures empruntent la voie gauche un lundi? Est-ce que l'augmentation de la vitesse va réduire les contraventions? Est-ce que le rapport entre les voitures sur l'expressway et la route principale, quel est le rapport, pardon, entre les voitures? mhm, Dans quel pays? De quelle voie s'agit-il? Puis dans quelle région? Quel mhm. pourcentage occupent les camions? Il y a des bonnes questions, hein? Ben oui. C'est comme si les gens, Mélanie, ont accès au texte de ma présentation, franchement. Parce qu'il n'y a rien que moi j'avais indiqué ici qui n'est pas reproduit dans vos réponses. Alors, la raison qu'on avait utilisé ce bel exemple, puis l'exemple faisait l'unanimité de l'équipe que c'était un bon exemple de modélisation mathématique d'une question qui peut être utilisée pour illustrer la modélisation mathématique. Puis, on vous poserait la question, bien, pourquoi pensez-vous qu'on a choisi cet exemple et comment est-ce qu'il est lié à notre programme de mathématiques? Alors, si vous pouvez indiquer vos réponses dans le chat, puis ben, c'est un peu évident, mais en même temps, comme vous voyez, on a vu dans le chat qu'il y avait des réponses très, très variées, une certaine ouverture et que l'exemple suscite finalement beaucoup de questions et des questions, spécifiquement des questions mathématiques. Alors, je pense que je vais continuer, à moins qu'il y ait... Peut-être, ben, Oui? j'aime qui a été partagé par quelques personnes. Alors, c'est Hmm. comme si ce que tu nous proposes comme situation, il y a plusieurs points d'entrée, il y a plusieurs solutions. Il y a l'idée de partir d'une image, donc accessible pour tous nos élèves, notamment nos élèves ALF. Mhm. Il y a des gens qui disent qu'ils voient un lien avec le domaine A, puis ça fait appel au vécu de l'élève. Donc, Très bien. Ben, merci beaucoup, Mélanie. Puis c'est bien apprécié là, de paraphraser le chat parce qu'on a vraiment beaucoup de contenu à transmettre et j'ai bien hâte de partager ça avec vous. Puis si je peux avoir comme le dans les oreilles, finalement, les interactions. Alors, on se lance tout de suite en vous disant que oui, en effet, les liens avec les autres domaines de mathématiques sont très importants, puis sont illustrés dans la mise en contexte. Et la modélisation mathématique, en passant, elle se trouve à la quatrième attente du domaine C algèbre. Alors, il faut la trouver. Et bien sûr, l'illustration que vous voyez dans l'animation qui est à l'écran en ce moment, elle est importante parce que vous allez voir qu'elle doit justement être appuyée des habiletés socio-émotionnelles et des processus mathématiques. Et c'est en passant la seule attente, donc je vous la montre, c'est l'attente C4, puis c'est la seule attente qui n'a pas de contenu d'apprentissage. Elle n'est pas assortie de contenu d'apprentissage. Puis bien sûr, ça c'est intentionné. Donc, c'est la même attente. Ceux qui étaient ici la semaine dernière, je sais qu'il y en a plusieurs. C'est comme le codage dans le sens qu'il y a une seule attente qui se répète
pour toutes les années de la première à la 8e année. Alors, l'attente, donc, c'est de mettre en application le processus de modélisation mathématique, puis on va en parler bien sûr de ce processus pour représenter et analyser les situations de la vie quotidienne, ainsi que pour faire des prédictions et fournir des renseignements à leur sujet. Et sans tout à fait vous lire ce qui est en bas, finalement, c'est le point que je faisais tout à l'heure, que si vous cherchez les contenus d'apprentissage, vous n'allez pas les trouver parce qu'il n'y en a pas. Mais il faut dire que les contenus d'apprentissage de tous les domaines de mathématiques vont être utilisés pour enseigner la modélisation mathématique. Alors, où se trouve-t-elle dans le programme cadre? Alors, lorsqu'on examine, ça c'est une autre façon de retrouver finalement la modélisation mathématique en accédant l'année d'études. Alors, quand vous entrez dans le site, vous allez constater qu'il y a une façon d'aller regarder les contenus qui est en global, mais on peut aussi y aller selon notre année d'études. Alors, si vous enseignez la première année, ici dans l'exemple, dans l'animation, on accède à travers la première année la modélisation mathématique, puis on peut cliquer et trouver finalement cette image. Maintenant, une définition de la modélisation mathématique est disponible au même endroit et voici l'explication. Alors, comme vous voyez ici, on a souligné c'est pas dans la version en ligne, bien sûr, on ajoute le souligné et on parle de problèmes de la vie quotidienne, souvent confus et mal définis. Quand on lit ça la première fois, on se dit, bon, c'est drôle de voir ça confus, mal défini, mais en réalité, c'est ça qui fait en sorte que le problème est sujet à différentes interprétations. Et on note aussi qu'on doit faire des choix et des suppositions et prendre nos propres décisions au sujet du problème qui nous est soumis ou qu'on regarde. Et on cherche à résoudre un problème afin de prendre des décisions. Alors, ça, c'est vraiment le contenu vraiment essentiel de la définition de modélisation mathématique. Et nous espérons aussi que ce diagramme que vous voyez ici, qui est finalement tiré de la mise en contexte du programme cadre, vous aidera à comprendre le processus itératif et interconnecté qu'est la modélisation mathématique. Alors, on va vous demander de nous dire qu'est-ce que vous remarquez au sujet de ce diagramme. Si les gens peuvent peut-être mettre, puis vous l'avez, certains d'entre vous, bien sûr, ça fait depuis le mois de septembre que vous regardez le curriculum, puis vous avez sans doute découvert ce beau diagramme qui illustre très bien la modélisation mathématique, comme est le titre. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Il y a quelqu'un qui vient d'indiquer un processus linéaire. OK. On ne va pas nécessairement être d'accord avec ça, mais on va découvrir ça ensemble. Si la personne a un corrigeant disant non linéaire, je pense que des fois, hein, et on va... oui, c'est ça. On dirait que le correcteur nous rend service. Merci beaucoup. Oui, absolument. Alors, moi, quand j'ai regardé le diagramme la première fois, j'ai certainement remarqué les flèches. Alors, quand on regarde les flèches, on peut constater que les composantes comprennent la compréhension du problème, l'analyse de la situation, la création d'un modèle mathématique et l'analyse et l'évaluation du modèle. Et nous attirons bien sûr votre attention sur le processus non linéaire et le fait que chacune des composantes du processus est reliée à toutes les autres composantes. Alors, il ne faut vraiment pas, puis on pourrait presque enlever le 1, 2, 3, 4 aussi,
mais le 1, 2, 3, 4 est là. Alors, mais ça peut être un début, le premier, mais il ne faut vraiment pas regarder ça comme OK, on va faire l'étape 1, on va faire l'étape 2, on va faire l'étape 3 et l'étape 4. C'est plutôt des composantes interreliées qui dépendent les unes des autres et qui ont une incidence sur un aspect des autres. Alors, elles forment finalement une situation de la vie réelle et c'est un processus afin de pouvoir échanger et agir en fonction du modèle établi. Il faut notamment se rappeler que lorsqu'on transmet de nouvelles informations théoriques sans apporter d'exemples concrets, ces informations se révèlent parfois difficiles à comprendre. C'est correct ça, qu'au début, c'est difficile de cheminer avec le problème parce que c'est un processus. C'est quelque chose la modélisation mathématique, c'est quelque chose qui va s'acquérir avec le temps. Alors, vous avez probablement déjà participé à des expériences de modélisation mathématique à votre école. Alors, là, on va regarder quelques petits exemples de où on peut trouver ça finalement, des situations qui se prêtent bien à la modélisation mathématique. Alors, à chaque rentrée, les écoles montrent aux élèves les plans de déplacement et de circulation dans l'école et autour de l'école. Souvent, au cours des premières semaines, des modifications sont apportées au plan de déplacement des élèves à la récréation et encore au processus d'arrivée et de départ. Ces modifications sont effectuées lorsqu'une situation se produit et il y a, par exemple, s'il y a trop d'élèves à la fois à un certain endroit, on va se poser des questions, on va dire, bien, est-ce qu'il y a une meilleure façon de planifier ce déplacement? Est-ce que nous avons des données au sujet du nombre d'élèves? Combien de temps ça prend? Est-ce que c'est toujours à la même heure qu'ils se déplacent? Quelles sont leurs destinations? Des modèles vont être établis pour déterminer les modifications à apporter selon que ces modèles sont des diagrammes qui indiquent combien d'élèves se déplacent et à quel moment, ou des diagrammes sur les déplacements des élèves. Le nouveau modèle est mis à l'essai et on observe s'il fonctionne mieux que le précédent. Les variables et les paramètres de la situation sont abordés et rajustés pour s'adapter aux nouveaux problèmes de circulation. Nous répétons ensuite le processus si nécessaire. La modélisation mathématique est en réalité une façon de résoudre des problèmes vécus dans notre quotidien. Elle permet de résoudre des problèmes lorsque les informations et la réponse aux problèmes ne sont pas claires et ne permettent pas de parvenir facilement à une solution. Aussi, comme nous le savons tous, la rentrée scolaire de cette année est très différente de celle des années précédentes. Nous avons utilisé encore plus que jamais la modélisation mathématique car nous avons été témoins de nombreuses décisions au sujet de la reprise sécuritaire de l'économie, de la réouverture des bâtiments et de la reprise des activités sociales pendant la pandémie. Partout, on nous montrait des données et des prédictions fondées sur ces données. Des décisions étaient prises en tenant compte des données. Les données correspondent souvent au modèle prévu. Lorsque ce n'est pas le cas, nous devons les revoir et examiner pourquoi les données sont différentes de celles prévues pour modifier nos décisions et les variables en conséquence. Tout ce processus exige une modélisation mathématique. Vous avez peut-être commandé du nouveau matériel de manipulation dans le cadre du nouveau programme cadre de mathématiques. Où allez-vous placer tout ce matériel? Comment allez-vous les disposer? Comment les élèves les utiliseront-ils cette année? Encore une fois, on utilise la modélisation mathématique. Il s'agit d'une situation réelle, mal définie, désordonnée, que vous analysez et pour laquelle vous créez un modèle pour mieux comprendre et dans laquelle vous déterminez si votre modèle répondra à votre question au sujet de cette situation. Ah, c'était toute une diapositive, celle-là. Hein? Je pense que je mérite un applaudissement après tout ça. Merci.
C'était un bon résumé finalement de ce qu'on a pour la modélisation mathématique. Puis finalement, tout ce qui s'est passé cette année, ça illustre très bien la modélisation mathématique. Puis on peut penser à des douzaines de situations dans nos écoles qui seraient un tremplin pour la modélisation mathématique pour nous avec nos élèves. Alors, la modélisation mathématique, bien sûr, est aussi présente dans les organisations parce que les organisations vont utiliser des modèles pour prendre des décisions. Ainsi, les universités, les collèges vont utiliser des modèles pour déterminer le nombre d'étudiants qu'ils acceptent dans leur programme. Ils vont contingenter certains programmes. Lorsque les étudiants s'inscrivent, ils peuvent soumettre leur candidature à un maximum d'établissements, mais ils classent ces établissements par choix. Selon vous, on pourrait se poser la question, selon vous, quelle est l'incidence du classement sur le fait qu'ils fréquentent ou non cet établissement? On pourrait se poser la question, quelle est l'incidence de la proximité de l'établissement sur le fait qu'ils le fréquentent ou non? Les modèles établis utilisent toutes les données d'anciens étudiants et sont rajustés régulièrement en fonction des données d'admission les plus récentes. Alors, on peut penser aussi au coût des études universitaires. Alors, combien faut-il épargner pour que notre enfant de 11 ans puisse aller à l'université ou au collège plus tard? Quelles variables faut-il prendre en compte? Que se passera-t-il si nous acceptons de payer la première année d'études? Combien devrons-nous mettre de côté? Et j'en passe, il y a plein de questions qui sont soulevées par cette question de l'université. On peut aussi penser à la modélisation mathématique dans des situations encore plus courantes, des situations de tous les jours. Alors, une autre source pour les exemples qu'on vous donne aujourd'hui était l'épicerie qui utilise la modélisation mathématique pour prendre des décisions sur la disposition des articles dans le magasin. Quels articles sont placés à quelle hauteur sur les étagères? Certains articles sont plus susceptibles d'être achetés s'ils sont disposés à certains endroits. Les épiceries analysent constamment en examinant le réapprovisionnement des étagères. Surtout, ils modifient l'emplacement des articles en fonction de leur réapprovisionnement. Aussi, il semble que certains magasins déterminent le temps que les clients passent dans les différentes sections. Des données sont recueillies en tout temps à notre sujet. Puis là, on peut penser à une autre situation de la vie courante qui est finalement le fait que nos appareils électroniques recueillent des données et les entreprises tentent d'influencer nos décisions, par exemple en faisant apparaître des publicités sur nos appareils en fonction des différents sites que nous consultons. Aussi, pendant que nous parlons de situations comme les épiceries, on peut réfléchir aussi aux manières dont nous, comme consommateurs, nous pouvons utiliser la modélisation mathématique pour prendre des décisions lorsque nous faisons les courses. Notre plus grand défi à l'épicerie, c'est peut-être le choix de la caisse et le moment du jour aussi pour aller à l'épicerie. Est-ce toujours la ligne la plus courte, la caisse rapide, la caisse express? Est-ce que la ligne réservée aux clients qui ont peu d'articles est vraiment plus vite ou bien c'est mieux d'attendre dans une autre file? Quelles questions pourriez-vous vous poser pour prendre une décision? Comment sauriez-vous quelle est la caisse la plus rapide? Comment pourriez-vous modéliser cette information pour trouver une réponse? Comment pourriez-vous vérifier si votre réponse est exacte? Maintenant que nous avons déterminé pourquoi nous enseignons la modélisation mathématique dans notre programme, nous avons voulu examiner de plus près certains exemples pour mieux aider nos élèves à comprendre ce qu'est la modélisation mathématique et comment on l'utilise. Alors, ces images-là, bien sûr, c'est un bel exemple de
comment vous pouvez enseigner la modélisation mathématique. Et je vous encourage, on a trouvé ces images-là dans des endroits publics comme Pixabay, des images gratuites sans obligation là, de copyright, mais ils ont été trouvés là. Alors, ce qui est disponible sur le site Curriculum et ressources pour en apprendre davantage sur la modélisation mathématique. Bien sûr, ce qu'on vous a déjà montré, c'est des informations essentielles, donc l'attente comme telle et tous les détails de cette attente-là. Mais aussi, pour chaque année d'études, l'attente et tous les concepts clés sont sous les appuis pédagogiques et disponibles au même endroit. Alors, ici, j'ai essayé de vous faire encore une fois une petite animation. Alors, si vous accédez le programme cadre et que vous cliquez sur l'année d'études, puis vous pouvez choisir n'importe quelle année d'études parce qu'en ce moment, il n'y a pas de contenus qui sont différents d'année en année pour le moment, mais choisissez quand même votre année d'études pour des raisons éventuelles. Là, dans le futur, il va y avoir des contenus supplémentaires. Et quand vous accédez l'attente pour votre année et les contenus, là, vous allez trouver les concepts clés sous les appuis pédagogiques. Et pour chaque année d'études, l'attente et les concepts clés sont disponibles et les concepts clés de chaque cycle constituent aussi un outil extrêmement utile qui aide les enseignants à comprendre et à interpréter le programme plus efficacement. Lorsque nous aurons des exemples à fournir, on va les ajouter à cet endroit-là, mais je voulais vous les montrer. Alors, ça, c'est la façon de les trouver. Donc, année d'études. Ensuite, on clique sur l'attente. Puis, à la fin de l'attente, on peut ouvrir finalement les appuis. Puis, on trouve les concepts clés. Puis ça, c'est les concepts clés. Voici où ils sont. En trouvant ces concepts clés, ça vous permet d'aller voir finalement, entre autres, la différence entre la modélisation mathématique et l'utilisation d'un modèle mathématique. Alors, vous allez dire, oh, c'est vraiment semblable, puis vous avez raison. Alors, si on cherche le mot dans le mot, on a modèle mathématique dans modélisation mathématique et l'utilisation d'un modèle mathématique. Maintenant, on va dresser la distinction entre ces deux concepts-là, très importante à dresser. Alors ici, on voit la définition d'un modèle mathématique. On va pouvoir la regarder dans un moment, mais si on lit ici au sujet des concepts clés, on a le processus de modélisation mathématique comporte 4 étapes interreliées et itératives. La compréhension du problème, l'analyse de la situation, la création d'un modèle mathématique ainsi que l'analyse et l'évaluation du modèle. Alors, ce qui est important dans cette phrase-là, c'est que on a le processus de modélisation mathématique, mais on a aussi le mot modèle. Puis quand on clique sur le mot modèle, bien là, on obtient finalement la définition qui va vous apparaître, puis qui est qu'un modèle, c'est la représentation d'un problème, d'une situation ou d'un système à l'aide de concepts mathématiques. Pourquoi je vous mentionne ça? C'est que des fois, on peut faire l'erreur, on pourrait tomber dans le pétrin de dire, bien, moi, je fais des modèles avec mes élèves, donc je fais de la modélisation mathématique. Ou bien, moi, j'invite mes élèves à créer des modèles, donc je fais de la modélisation mathématique. Mais il faut vraiment voir la modélisation mathématique comme un tout avec la possibilité à l'item 3 d'avoir un modèle, bien sûr, puis ça, c'est important, hein, mais ce n'est pas tout. Alors, très, très important.
de faire cette distinction-là entre un modèle et la modélisation mathématique. Puis je vous ramène, puis on va regarder dans quelques instants encore une fois comment le diagramme ou finalement, le diagramme là, de la modélisation mathématique peut nous aider. Alors, ici, on a, est-ce qu'il y en a qui reconnaissent le diagramme qui est à gauche? Parce que je pense que vous allez le reconnaître. Moi, je l'ai reconnu tout de suite. Peut-être que j'invite Mélanie ou Anne-Marie à me parler du chat. Ou que j'aurais manqué des choses, Mélanie et Anne-Marie? Pour l'instant, il n'y a rien. Alors, j'attends, je te communique s'il y a autre chose, Yann. Puis, je sais on a beaucoup de... je veux dire, c'est un peu lourd en texte. Je sais que je parle beaucoup. Alors, je pense que c'est important d'avoir des petites pauses comme ça pour nous assurer là, que vous me suivez, puis aussi d'avoir la chance d'interagir sur ces concepts-là pour voir qu'est-ce que vous en pensez. Alors, vous voyez du côté gauche qu'on a le modèle de Polya. Est-ce qu'il y en a qui s'en souviennent ou qui l'ont remarqué, celui-là? Il y a quelqu'un qui a pris un risque puis a dit peut-être programme cadre de sciences. OK. Il y a quelqu'un qui a dit oui, qui reconnaît. Oui. Ancien programme cadre de mathématiques. Mm-hmm. Oui. Alors, on peut se poser la question, justement. Alors, comme vous constatez, merci à la personne qui nous a mentionné que c'était en fait du programme cadre de mathématiques de 2005. Alors, on remarque qu'il y a quand même beaucoup de similarités entre les deux illustrations qui sont là devant vous. Alors, je vais vous demander dans le clavardage d'examiner les deux modèles, de les comparer et de nous dire quelles sont les ressemblances et quelles sont les différences. Et si vous pouvez assortir votre commentaire avec si vous constatez une différence ou quelque chose qui est pareil finalement. Alors, qu'est-ce que vous voyez qui est pareil? Qu'est-ce que vous voyez qui est différent entre les deux modèles? Alors, le modèle de modélisation mathématique, finalement, ou l'illustration de droite et l'illustration de gauche. Est-ce qu'il y a des choses qui sont pareilles? Et est-ce qu'il y a des choses qui sont différentes? Alors, est-ce que tu voulais-tu que je te partage? Parce que je sais, des fois, je vois tes Ah, il y yeux en se a. promener. Il y a des gens qui écrivent des choses vraiment intéressantes, là, parce Ah que des oui, fois, le OK. temps qu'on écrive, alors, on Oui. parle qu'à gauche, les flèches semblent pointer dans une seule direction, comme si on ne pouvait pas revenir à une étape. Alors, ça, c'est quelqu'un qui a mentionné ça. Ensuite, il y a quelqu'un qui parle des critères de communication apparaît dans les deux et est essentiel dans les deux. Mhm. Une des différences, on parle des flèches dans les deux sens versus un sens. Le modèle de Polya semble plus linéaire que celui de 2020 qui est plus flexible. Mhm. Ensuite, on dit que les deux sont circulaires. On peut revenir au début. Puis, à droite, on pose des questions de réflexion au lieu de fournir des critères. Oui. Merci, les gens participent, j'aime ça. Oui, très bien. Bien, merci beaucoup. Puis là, j'ai repéré le chat parce que je voulais prendre le temps de dire merci à ces belles personnes-là qui nous écrivent. Donc, on a Christian, Tricia, Evelyne, Oysem. Merci à tous ces gens-là qui sont en train de participer dans le chat, dans la comparaison des deux. Et Tricia aussi dit qu'elle préfère l'imagerie du cercle à droite non linéaire versus le carré. Alors, bien sûr, on espère que
le nouveau programme cadre, finalement, qu'il ait une amélioration sur le programme cadre qui était disponible avant. Et, et c'est toutes des très bonnes observations. Et bien sûr, si à première vue, on pourrait dire, ben, c'est quand même très semblable parce que, comme vous savez et comme vous pouvez constater ici, comprendre le problème dans l'ancien programme cadre, ça s'appelle comprendre le problème. Euh, Élaborer un plan, petite différence, analyser la situation, mettre le plan en œuvre. Alors, il y a quand même des différences importantes dans la terminologie qui est utilisée. Et en particulier, les questions aussi sont incitatives sous chaque titre. Alors, si on examine le numéro 1, il indique tous deux comprendre le problème, la version à gauche et la version à droite. Mais dans le modèle de résolution de problème, on voit relire et reformuler le problème, tandis que la modélisation mathématique indique à quelle question faut-il répondre. Alors, c'est pour ça, en fait, qu'on a lancé le bal aujourd'hui en posant une question très ouverte ou même juste une suggestion de question. Et c'est l'approche qu'on favorise avec le nouveau programme cadre. Alors, euh, le modèle de résolution de problème en 4 étapes portait sur un problème bien défini pouvant être résolu par la conception d'un plan. Alors ça équivaudrait au programme cadre de 2005. Et ensuite, en 2005, on aurait mis en exécution notre plan et on aurait examiné la solution qu'on obtient pour déterminer si elle était bien adaptée à nos besoins. Alors, tout le monde cherche à régler le problème qui est posé. Il n'y a pas de variable, il n'y a pas de supposition. Il y a peut-être un modèle utilisé pour l'exécution du plan et la résolution de problème. Puis, il y a une réflexion pour déterminer si la réponse est adéquate. Alors, bonne réponse, mauvaise réponse, ça correspondrait beaucoup plus à l'ancien programme cadre. Tandis que pour la modélisation mathématique de 2020, il faut tenir compte d'un grand nombre de questions, de variables et de suppositions. Différents modèles peuvent être utilisés par les élèves pour essayer de représenter la situation. Et le quatrième item ou point suppose qu'on examine si le modèle fournira une solution et non pas si la réponse obtenue est la bonne. Alors, puis bien sûr, je vous ramène aux flèches pour vous montrer que quand on est en train d'analyser et d'évaluer notre modèle, on peut revenir à comprendre le problème pour essayer de déterminer, ben, est-ce que j'ai bien compris le problème? Ou bien le problème tel que moi je l'ai compris, c'est complètement différent de ce que j'aurais dû comprendre finalement. Puis, je veux juste souligner que quand je vous ai montré l'illustration, la première illustration dans la présentation d'aujourd'hui, qui était, je vais juste m'assurer que je sais où je suis, oui, je suis à 19. Quand je vous ai montré la première illustration, puis j'ai vu les commentaires, bien sûr, vous avez relevé plusieurs des choses qu'on avait déblayées avec cette image-là pour essayer de la comprendre, l'image, et quelles étaient les réponses possibles. Mais il y avait des réponses qui étaient complètement différentes, puis qui venaient de votre vécu, de votre expérience. Puis chacun, bien sûr, chacun va identifier et retrouver des choses différentes dans une image. Et parfois, vous allez être surpris quand vous partagez une image avec vos élèves, une image qui est ouverte ou un problème ouvert, parce que vous allez peut-être trouver que différentes personnes vont aborder les questions de façon différente.
Et il va avoir des pensées innovatrices. Puis, bien sûr, c'est ça qu'on veut encourager dans nos salles de classe. Alors, une autre façon de comparer les deux idées, c'est cette belle illustration. Je l'aime beaucoup parce que ça nous montre un peu quelle est la différence entre l'enseignement au moyen de la résolution de problèmes et la modélisation, qui est bien sûr beaucoup plus itérative, beaucoup plus ouverte à différentes interprétations et finalement ouverte aux modèles, aux modèles qui sont créés par l'élève lui-même ou elle-même. Alors, ici, on a une illustration à gauche et une autre illustration à droite. Puis, avec l'image de gauche, c'est quand même une bonne image pour lancer une leçon de mathématiques, selon moi. Mais on pourrait demander aux élèves de nous dire combien de fenêtres il y a dans le bâtiment qui est là. Puis là, bien sûr, il y aurait des réponses mathématiques qui pourraient être soulevées par cette illustration-là. Peut-être qu'on verrait quand même des élèves penser à des multiplications en regardant la largeur multipliée par la hauteur. Et il y a quand même des maths là-dedans. Mais on a normalement, si on regarde cette illustration-là, on a une question puis on a une réponse. Et dans le cas, mais ce qu'on voudrait peut-être chercher, c'est de nombreux moyens pour parvenir à une réponse. Alors, les élèves pourraient utiliser des modèles pour faire une représentation et trouver la réponse à la question posée par l'enseignant dans le cas de l'illustration de gauche. Mais si nous envisageons un modèle de Freyer pour la modélisation mathématique, l'exemple de gauche, c'est un non-exemple. Le nombre de fenêtres n'est pas un problème mal défini. Si on demande aux élèves combien il y a de fenêtres dans le building de gauche, c'est pas vraiment, ça ne soulève pas un vrai problème. Parce que, souvenez-vous qu'on a besoin d'avoir un problème qui est mal défini. Alors, l'image du côté droit, avec le nettoyeur de vitres, ici, on se présente avec une situation réelle pour nos élèves. Cette situation soulève de nombreuses questions. Alors, selon vous, quelles sont les questions qui sont soulevées par l'image de droite? Je vais regarder le chat. Oui, alors, OISM dit, quelle est la hauteur de l'édifice? C'est une très bonne question. Puis là, vous allez peut-être dire, ben, on ne peut pas le savoir, la réponse. Mais c'est correct, ça. Parce que ça veut dire que les élèves vont poser une autre question. Alors, si on pose la première question qui est très large, puis un élève la pose, c'est encore mieux si l'élève la pose. Et l'élève dit, ah, ben moi, je veux savoir, c'est quoi la hauteur de l'édifice? Alors, la prochaine question d'un autre élève pourrait être, bien, moi, je voudrais savoir quelle est la hauteur d'une fenêtre. Et Jean-Philippe, merci. Le nombre de fenêtres est-il le même pour chaque colonne? Bien sûr. Peut-être que dans le design de l'édifice, il y a des grosses fenêtres, des fenêtres plus petites. Quelle est la hauteur de l'édifice en avant? Oui, peut-être qu'il n'est pas pareil en avant puis en arrière, parce qu'on ne voit pas, dans l'image, on voit une partie de l'édifice, puis peut-être que le devant de l'édifice, on sait que pas tous les édifices vont être dans une forme de prisme rectangulaire parfait. Ça pourrait être, le haut pourrait être en triangle, par exemple. Oui. Intéressant, Yann, parce que je vois des questions par rapport à l'argent. Comment quelqu'un peut être payé pour faire une chose comme payer par fenêtre? Oui.
Oui, Maintenant, j'ai vu des choses combien de temps, c'est les seuls, comment ils gardent le décompte de ce qui est lavé, ce qui n'est pas lavé. Alors, il y a des choses qualitatives aussi à travers ça, quantitatives. Mais mhm. moi, j'aurais envie de dire, il doit être bien payé parce que moi, je ne suis pas sûre que j'irais dans ces hauteurs-là. En tout cas, ça prend un Oui, profil. Quels sont les critères d'un bon laveur, peut-être aussi? oui, c'est ça. Absolument. On avait comme il y a littéralement des centaines de questions qu'on pourrait se poser par rapport à cette illustration-là. On pourrait dire, on pourrait parler du volume de liquide pour nettoyer qui est requis. On pourrait, ben, je vais jeter un coup d'œil sur le chat. Je vais continuer à monitorer le chat pendant que je continue finalement la diapo. Alors, bien sûr, on peut se poser des questions comme combien de temps faut-il pour nettoyer une fenêtre? Combien de temps faut-il pour déplacer l'appareil entre les fenêtres? Combien de temps faut-il pour déplacer l'appareil de haut en bas entre les étages? Euh, un autre élément qui entre en jeu ici concerne la perspective. Alors, est-ce qu'il s'agit d'une entreprise qui est chargée du nettoyage, du propriétaire de l'immeuble ou des gens qui y vivent? On peut passer à la situation qui est devant nous aussi. Alors, peut-être des choses qui ne sont pas évidentes, mais qu'une fois qu'on les découvre, ben là, ça crée des nouvelles situations ou problèmes mathématiques. Alors, chacun d'eux, des gens impliqués dans l'opération finalement, pourraient avoir d'autres questions, d'autres variables, d'autres suppositions en vue de résoudre le problème. Euh, alors, on peut se poser plein de questions pour essayer de réfléchir à quel modèle on va créer. Alors, est-ce qu'il y a plusieurs modèles qui peuvent être utilisés en réaction à cette image-ci? Bien sûr, il y a probablement presque autant de modèles qui pourraient être créés avec cette situation-ci qu'il y a de questions. Alors, de quelles informations aurions-nous besoin pour réfléchir au modèle qu'on doit créer afin d'établir le montant à facturer? Alors, ce monsieur-là qui fait le nettoyage, quelles sont les différentes choses que lui va devoir calculer dans son modèle qui va, qui va créer finalement pour déterminer combien il va charger? Alors, euh, bien sûr, le temps, son temps va être une considération. Le temps pour se déplacer d'un niveau à un autre, le coût du matériel, on peut penser à l'assurance, on peut penser au salaire, la prime de risque, bien sûr, et ces informations leur permettront de concevoir un modèle pour établir le montant à facturer. Alors, ils réfléchiraient à leur modèle après avoir commencé le travail et au fur et à mesure que de nouvelles variables et données s'ajoutent. Ce processus cyclique n'est pas la même chose que de trouver une seule bonne réponse aux questions que nous posons, comme dans l'image de gauche. Et nos élèves, pendant leur leçon, devraient avoir des problèmes qui, comme défini dans le nouveau curriculum, dans le nouveau programme cadre, des problèmes mal définis et des problèmes qui sont sujets à plusieurs différentes interprétations. Nous espérons que cet exemple vous a permis de bien voir les similitudes et les différences entre ces deux processus qui ont tous les deux quatre facettes ou quatre items, mais pas nécessairement quatre étapes. Si on peut s'éloigner du mot étape puis aller plus vers un modèle qui nous permet là, de se poser des questions au sujet de finalement un processus qui se voit de façon globale, ça serait vraiment préférable. Alors, si on revient en arrière, puis vous allez
constater que notre présentation est un peu cyclique dans le sens qu'on revient vers des concepts qu'on a regardés au préalable. Alors, on a regardé l'exemple du débarcadère au début. Alors, bien sûr, avec cette problématique-là, on n'avait pas vraiment défini les questions. Alors, si on revient au problème de circulation et de déplacement que vous pourriez observer à l'école, supposons que vous remarquez en septembre qu'un plus grand nombre de parents déposent leur enfant à l'école et que votre aire de débarcadère ne semble plus adéquate. Le débarcadère n'est plus sécuritaire et il faut trouver une solution pour améliorer la circulation des élèves à cet endroit. Vous pouvez envisager de discuter de cette question avec votre classe, puis de chercher une solution finalement pour l'école. Très engageant pour les jeunes de chercher des solutions pour leur propre école. Alors, vous pouvez envisager de discuter de cette question aussi avec votre classe. De quelles informations auriez-vous besoin? Vous auriez probablement besoin de savoir combien de voitures utilisent le débarcadère en début et en fin de journée. Vous pourriez vous demander si le temps qu'il faut à un élève pour être déposé dépend de son niveau scolaire. De quelle façon pourriez-vous recueillir ces données? Vous pourriez recueillir des données pendant une semaine et faire une moyenne avec vos élèves. Vous aurez probablement besoin aussi de connaître les dimensions du stationnement de l'école et les règlements concernant l'espace nécessaire pour les places de stationnement et la circulation des autobus et des voitures. Vous pouvez prendre des mesures et calculer l'air. Comment pourriez-vous diviser le stationnement peut-être en réponse aux problèmes? Que devriez-vous mesurer pour trouver les informations dont vous avez besoin? Vous pourriez créer un modèle à l'échelle et utiliser des petites voitures pour modéliser la situation. Carrément un modèle. Alors, on pense des fois à un modèle, mais un modèle, ça peut être bien sûr un genre de plan, mais ça peut également être un modèle à échelle. Et qu'est-ce qu'on pourrait suggérer pour améliorer le débarcadère de l'école? Vous pouvez demander à vos élèves de présenter le modèle à la direction de l'école. Elle pourrait décider si, selon elle, le modèle résout le problème. Elle pourrait avoir accès à des variables que les élèves n'ont pas pris en compte et leur mentionner ces variables-là dans la situation de votre école et dire, ben, il faut retourner à notre processus itératif parce qu'il y a quelque chose qu'on n'avait pas considéré. Alors, chaque fois qu'on est confronté à des situations qui comportent plusieurs variables et paramètres, il faut revenir au processus, revenir à la modélisation mathématique pour essayer de résoudre le problème. Il s'agit réellement de mathématiques appliquées. L'utilisation des mathématiques pour trouver des solutions dans la vie de tous les jours. Tous les exemples qu'on vous a donnés, c'est des situations de mathématiques qui répondent à notre vie de tous les jours. J'espère que cet exemple vous aide à mieux comprendre les différences entre l'utilisation d'un modèle mathématique, comme un dessin à l'échelle, et l'ensemble du processus de modélisation mathématique qui consiste à essayer de créer et d'analyser un modèle pour aider à régler une situation à l'école. Yann, avant que tu continues, j'aimerais Oui. attirer ton attention au coin. Je pense que tu as un rappel d'agenda. Si tu pouvais le fermer parce que ça a un impact quand on voit dérouler là, Ah oui, merci. juste ça. Merci. OK, oui, merci. Je n'avais pas constaté ça. Euh, donc, dans notre examen de la modélisation mathématique, nous devrons chercher la meilleure façon d'appuyer nos élèves et de leur donner une rétroaction durant le processus. Alors, cette partie, c'est un peu finalement le côté évaluation de la modélisation mathématique. Comment on va pouvoir guider nos élèves et leur donner une rétroaction. Et bien, dans bien des cas, les élèves apprennent mieux sur un aspect précis de la modélisation mathématique lorsqu'ils s'attardent aux questions de réflexion qui les aident à acquérir des habiletés de modélisation mathématique. L'utilisation de telles questions précises pourrait aider à circonscrire
différentes parties du processus pour différents élèves à différents moments. Un autre élément à considérer est qu'il est possible que vos élèves aient besoin de faire plus d'expérience avec l'une des étapes du processus comparativement aux autres. Vous pourriez devoir travailler sur des éléments individuels du processus afin d'améliorer la modélisation mathématique dans son ensemble. Voici un exemple pour mieux comprendre. Si vos élèves parviennent difficilement à trouver des questions et des variables pour des situations données, vous pourriez envisager d'utiliser une stratégie relever et réfléchir à l'aide d'une image. Ces activités aident des élèves à remarquer des choses qui pourraient constituer des variables dans différentes situations et à poser des questions tandis qu'ils s'interrogent sur l'image. Les élèves manquent peut-être aussi d'expérience lorsqu'ils discutent des variables qu'ils peuvent prendre en compte. Même le mot variable, bien sûr, c'est quelque chose qu'on a besoin d'entendre plusieurs fois avant de bien le comprendre. Des modèles qu'ils peuvent utiliser à l'étape 3 ou de la façon d'analyser si le modèle vient appuyer leurs questions à l'étape 4. Alors, je vous laisse regarder cette diapo pendant quelques instants pour voir, puis regarder ces questions-là dans le sens de comment on peut aider à nos élèves à faire une introspection au sujet de la modélisation mathématique. Peut-être juste question de temps, Yann, puis je sais que tu parles beaucoup, là, je te vois prendre une gorgée d'eau. Je vois Oui, déjà qu'il est 12h55. oui. Les gens auront accès là, sur le EAV à l'enregistrement et à la présentation d'ici les prochains jours. Alors, ils pourront aller Oui. les reconsulter. Oui, puis je sais, pour votre information, on est minuté. J'ai eu mon premier webinaire du ministère la semaine dernière. On est vraiment minuté parce que le Zoom a besoin de se terminer à 1 heure par souci pour votre horaire aussi. Alors, bien sûr, vous allez pouvoir regarder la présentation par la suite. Alors, les compétences transférables aussi sont les 3 compétences précises sont identifiées dans le site du nouveau programme cadre, et on les trouve vers le bas de l'attente. Vous allez le trouver vers le bas, puis là, vous voyez dans l'illustration qu'au bas de ces 4, il y a comme plusieurs choses qu'on peut cliquer. Puis la dernière chose qu'on peut cliquer, c'est justement les compétences transférables. Puis ici, bien, vous avez bien sûr la liste des 3 compétences. Donc, pensée critique et résolution de problèmes, communication et littératie numérique. Bien sûr, les compétences transférables, c'est souhaitable que nos élèves les connaissent. Et ben, voici un détail qui est cliquable. Quand vous cliquez sur une de ces 3 compétences transférables-là, vous allez trouver les 3 compétences et une description des 3. Alors, si on revient à notre image d'amorce du début, alors si on revient à nos questions sur la limite de vitesse, souvent les questions et les réponses varient selon la personne qui pose la question, bien sûr, et les habitudes et comportements des personnes. C'est pourquoi les variables et les hypothèses jouent un rôle si important dans le processus. Théoriquement, conduire à une vitesse de 10 km plus élevée que la limite devrait permettre de gagner du temps. Parvenir à établir si c'est le cas et à savoir combien de temps dépendra du moment de la conduite de vos habitudes de conduite. Alors, on peut se poser la question, quelle serait l'incidence de ce panneau de signalisation de 110 km à l'heure sur quelle serait l'incidence de ce panneau de signalisation si la vitesse était changée pour toutes les autoroutes
de série 400 de l'Ontario. Alors, on peut monter, par exemple, une illustration avec ça au sujet d'un souper. Et les parents organisent un souper pour 17 heures. Eh bien, moi, j'habite une personne fictive habiterait à Niagara, mais les parents sont à Ottawa. Alors, si je devais prendre la route pour aller les visiter, combien de temps est-ce que je gagnerais? Puis, bien sûr, on pourrait substituer la ville ici et choisir n'importe quelle ville selon notre contexte. Je sais que vous venez de partout en Ontario. Alors, si je devais prendre la route pour aller les visiter, combien de temps est-ce que je pourrais gagner avec l'augmentation de 10 km de vitesse? Et ici, on a une belle illustration qui démontre quelque chose que vous pourriez faire avec des élèves pour illustrer finalement la modélisation mathématique et pour arriver à une résolution de problème qui est particulière au modèle qu'on s'est créé. Cela me prend habituellement environ 6 heures. Donc, s'il fallait partir à une différente heure pour se rendre au même endroit, bien sûr, on pourrait, avec une augmentation de vitesse, on pourrait partir un peu plus tard et arriver à la même heure. Donc, si on roulait à 110 km à l'heure et qu'on a 500 km de route, ça nous prendrait environ 4,5 heures selon les images que vous avez devant vous. Donc, cela nous permettrait de gagner presque une demi-heure. Donc, supposons qu'il faut partir avant 11h30, évidemment, si la limite des autoroutes passait à 110 km. Alors, qu'est-ce qui change? Bien, finalement, vous constatez que ici, c'est une belle illustration d'un problème qui est mal défini, puis qu'on résout nous-mêmes basé sur nos propres situations. Je passe la parole à ma collègue Anne-Marie. Désolée, j'étais en... Pas de problème, Anne-Marie. Donc, merci. Nous espérons que ce webinaire vous a plu et que vous entrevoyez avec enthousiasme les possibilités d'aider vos élèves à interagir avec la modélisation mathématique. Nous vous laissons avec quelques questions pour guider votre réflexion. Qu'est-ce que vous comprenez mieux à la suite de ce webinaire? Quelles questions vous posez-vous encore? Puis comment pourriez-vous présenter ce